Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Vous est présenté par l'École nationale des fleuristes. Mettez du sens et de la couleur dans votre vie. Devenez fleuriste. Bonsoir les copains, soyons excellents ensemble et c'est le cas, c'est excellent et c'est tous les dimanches à 19h sur Sud Radio. Sa voix a ravi le cœur de plusieurs générations d'aficionados avec ses chansons et elle continue à le faire aujourd'hui. Charles Aznavour reste un monument, un pilier de la chanson française, un immortel. Et tout cela c'est aussi grâce à l'un de ses fils, Micha Aznavour, qui est président de l'association Aznavour pour l'amour. J'ai envie de dire ça rime en prime mais c'est que du bonheur. Micha qui a organisé le 22 mai dernier le premier prix littéraire des mots d'amour Aznavour dont la gagnante est Perrine Tripier pour son roman Les Guerres précieuses sorti chez Gallimard. Vous allez nous raconter tout cela. Bonsoir Micha Aznavour. Bonsoir. Peut-être vous qui m'écoutez, avez-vous eu l'occasion de fréquenter une boîte de nuit mythique à Paris pendant les années 80-90 qui s'appelait les Bains-Douches. Je vous confie, chers auditeurs, que ce fut mon cas. Pour vous ce soir, celui qui a su transformer, et ce n'était pas chose aisée, ce lieu historique en un hôtel, restaurant, bar et club où il fait bon vivre, le fondateur et directeur de l'hôtel Les Bains Paris. Comment a-t-il réussi ce pari osé? On va entrer au cœur du secret avec vous. Bonsoir Jean-Pierre Marois. Bonsoir. Et bienvenue à tous les deux. C'est excellent, chers auditeurs. Bienvenue chez vous. En musique. Chérie, je ne réponds de rien si ma raison s'égare et si je perds patience. Je peux d'un trait rayer nos cœurs d'une existence dont tu es le seul but. Charles Aznavour sur Sud Radio pour sa chanson Parce que, qui est tirée de l'album Paris au mois d'août, qui est sorti en 1964. Alors Micha Aznavour, j'ai choisi cette chanson pour deux raisons. La première très subjective parce que c'est ma préférée. Et la deuxième parce qu'elle fait partie des dizaines de magnifiques chansons d'amour qu'a écrit votre père et qui évidemment vous a inspiré le nom de votre prix, le prix littéraire des mots d'amour tout simplement. Oui, ça me paraissait évident que si on faisait un prix littéraire à Aznavour, parce qu'il y en avait un qui existait avant, mais qui était un peu mal défini. Oui. Et moi, j'ai réfléchi que le prix, en fait, devait être les notions aznavouriennes de son écriture. Et ce qui vient en premier, c'est l'amour. Bien sûr. Alors, il a dit une phrase célèbre, votre père, les mots d'amour, ils restent. C'est tiré de sa chanson Les mots d'amour. Et d'ailleurs, c'est une phrase que vous dites assez souvent. Je vous ai entendu la dire plusieurs fois, Micha Aznavour. J'ai envie de dire, les mots, ils restent, d'autant plus que ce sont des livres, avec ce prix littéraire, justement. Oui, c'est de la littérature, des récits, des romans, de la poésie. Mais oui, de la littérature plus que des chansons. Et alors finalement, l'amour que célébrait votre père, c'est aussi celui qui vous fait lever tous les matins, vous. Ça vous donne un espoir, ça vous a conduit dans votre vie aussi à vous, Micha Aznavour. L'amour que mon père célébrait, c'était l'amour de la vie. Donc ça, je pense qu'il le tenait de son père et c'est passé de père en fils. Et c'est quelqu'un de très joyeux, de très optimiste, autant son père que mon père. Donc ça, c'est le flambeau, il a passé. Oui. Et alors justement, la gagnante de ce prix, Perrine Tripier, elle a gagné pour son roman Les Guerres précieuses, qui est sorti chez Gallimard. Elle a été choisie entre 9 ouvrages. Comment vous l'avez choisi? Est-ce que c'est lié au fait, cette décision aussi, que c'est le livre qui se rapproche le plus de l'esprit de votre père, tout simplement, en fait? Je sais pas si... Non, en fait, peut-être pas le plus l'esprit de mon père, parce que c'est une écriture vraiment plus travaillée que l'écriture de mon père. C'est une écriture très ciselée, l'écriture de Perrine. Mais je trouvais que c'était une histoire d'amour optimiste. Même si c'est une histoire d'amour en fait pour une maison, pour sa famille. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'optimisme dedans. Les autres textes, je les ai beaucoup aimés. C'était des très beaux textes, mais c'était noir, c'était sombre. Et en fin de compte, je trouve que dans les chansons d'Aznavour, les gens me disent « Oh là là, qu'est-ce que j'ai pu pleurer sur les chansons de moi ?» Mais je dis, il y a toujours une note d'espoir. Dans « Tu te laisses aller », à la fin, il lui dit qu'elle peut changer si elle fait attention. Dans « Adieu », il lui dit « Je pars que demain ». Donc en fait, il y a toujours une toute petite pointe. C'est pas Brel où, en fin de compte, on a vraiment envie de se pendre. On dit « C'est fini ». Il y a aucune chance. Avec Aznavour, il y a toujours, on sait jamais. Mais lui, il était gay, en fait. Mon père, il était très gay. C'était son tempérament. Ouais. Vous avez hérité ça de lui d'ailleurs, Micha Aznavour? Oui, je pense, ouais. Alors le jury du prix littéraire des mots d'amour, jury que vous présidez, avec le président d'honneur Samuel Bruxelles. Il y a eu Manuel Carcassonne, Gérard Davout, André Manoukian, Pascal Nègre, Ségolène Royal, Athéna Sol, Jacques Terzian et Valérie Toragnan. C'est du très beau monde. C'est vous qui les avez choisis, ces personnalités? Comment c'est passé? Oui, c'est moi qui les ai choisis. Cette année, on va avoir un tout petit changement. Par exemple, pour les politiciens, je change
c'est Rachida Dati qui va remplacer Ségolène. Parce que, en fait, je trouvais que mon père, il n'avait pas, en fait, bon, pour la plupart des gens, ils savent bien qu'il était plutôt de droite que mélenchoniste, mais en fait, il n'avait pas vraiment de couverture politique, en fait, lui, en fin de compte. Dans ce qu'il chantait, il aimait tout le monde, en fin de compte. Donc j'avais pas envie que ça reste quelque chose de trop dessiné à gauche, quoi. À gauche. Donc je me suis dit, chaque année on va changer et on va prendre quelqu'un d'un bord différent, une fois de droite, une fois de gauche, une fois du centre, une fois d'extrême gauche ou droite, ça peut le faire aussi. Ah ouais, vous prendrez quelqu'un d'extrême droite dans le jeu? Ouais, pourquoi pas. Vous êtes ouvert à tout le monde, quoi. Ouais, enfin d'extrême droite, je prendrais peut-être pas un nasillon, mais quelqu'un considéré que oui, tant que c'est quand même des tant que ça reste politiques. que c'est du RN, tant que c'est pas du GUD, quoi, c'est ça. Voilà, tant que c'est pas le GUD, ça va, ouais. Ok. Alors, votre père, Charles Aznavour, c'était un passionné, un fonceur qui continue à inspirer la musique contemporaine, qui a été notamment samplé, je l'ai appris, j'avais même pas fait le rapprochement, moi, par Dr. Dre aux États-Unis. Mais son héritage culturel, finalement, il se perpétue bien au-delà de la musique, finalement, Michel Aznavour. C'est aussi ça que vous nous dites, quoi. C'est que c'est une globalité, ce qu'il nous transmet. Oui, parce que je pense qu'à travers la jeune génération, que mon père il appelait la génération un peu banlieue, comme il s'appelait à cette époque-là, en fait, ils ont été plus touchés par, en fait, sa main tendue vers les musiques nouvelles et vers les nouveaux artistes. Voilà, lui-même, il n'aurait jamais fait de rap ou de slam, mais en fin de compte, c'était le patron quand même, quoi. Toute l'écriture, en fin de compte, nouvelle, qui se déploie de façon différente. À un moment donné, Renaud aussi, c'était... aujourd'hui, c'est presque un classique. Et il y a 30 ans, 40 ans... c'était nouveau, ouais. C'était vraiment nouveau. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il reste. Et puis, aussi avec le travail de mon beau-frère, Jean Rachid, qui fait aussi... qui l'a fait travailler avec Kerry James, tout ça, avec Fabien et tout ça. Donc... Ouais, c'est une globalité, quoi. Alors, vous avez fait ce prix le 22 mai dernier. C'était le jour de l'anniversaire de Charles Aznavour. Et vous fêtiez, je crois, ses 100 ans cette année. Cette année, ça sera les 100 ans. En 2020, l'année prochaine. Et qu'est-ce serait son message principal s'il était encore là aujourd'hui, s'il avait un message à nous passer à tous, à votre avis? Son message, il me semble que les derniers messages qu'il voulait passer, c'était des messages plutôt positifs, en fait. Toujours des messages d'amour et de réconciliation. Oui, d'amour et de réconciliation. Vous êtes le lien, en fait, qui le rend aussi très contemporain aujourd'hui. Vous êtes conscient de ça, Michel Aznavour? Parce qu'il est très contemporain quand on l'écoute encore. Mais le fait qu'il soit autant porté par ses enfants et par vous, notamment. Oui, je pense, oui, moi, ma frère et mon frère aussi, c'est un peu différent, parce que lui, c'est plus pour la fondation, c'est plus le côté arménien. Moi, c'est vrai que j'essaie un peu de m'éloigner du côté un peu arménien, parce que je veux pas qu'on pense que Aznavour, c'est que l'aide à l'Arménie, en fait. Avant vraiment de se passionner pour ça, il a mis des années, en fin de compte. Donc, oui, je pense que... Mais ça lui est venu tard, la passion pour l'Arménie, votre père? Enfin, le retour pas la passion, en fait, je pense à cette histoire, quoi. Je pense que, déjà, la première fois qu'il était en Arménie, c'était en 63, il avait 40 ans. Et puis après, il y est pas retourné pendant des années, parce que, en fait, mes grands-parents étaient déjà, en fait, de la diaspora, en fait. Mon grand-père, il était arménien de Géorgie, et ma grand-mère, elle était arménienne de Turquie. Donc déjà, en fait, c'est leurs arrière-grands-pères qui sont nés vraiment sur la terre. Et je pense que ce qui a fait, en fait, qui s'est rapproché plus, c'est la mort de son père et de sa mère. Donc en fait, après, c'est vrai qu'on vit plus avec des fantômes et avec des esprits. Donc je pense qu'on y pense un peu plus. Et c'est surtout le tremblement des années 88 ou 89, où franchement, il y avait vraiment besoin d'aide. Donc sinon, je pense que c'est un penchant, c'est une volonté humaniste. Sinon, je pense pas qu'il... S'il n'y avait pas eu ce tremblement de terre, il aurait peut-être avancé un peu plus quand il y a eu l'indépendance pour les aider, mais je ne pense pas que son travail aurait été si engagé, en fin de compte. Perpétuer un esprit finalement très contemporain, c'est ce que fait Michel Aznavour. Et c'est aussi ce que vous avez réussi à faire en ressuscitant les Bains Paris Jean-Pierre Marois, j'ai envie de dire. Oui, c'était à la fois honorer le passé, mais vraiment s'inscrire dans la contemporanéité, parce que ça n'avait pas une démarche muséale, on va dire. Ça aurait été contre-productif. Par rapport justement au fait de créer aussi un espace de vie, d'échange, etc. Le but, c'était aussi de recréer quelque chose de convivial, quoi. C'est ça.
Oui, et puis en fait, je crois, c'est un lieu très ancien, parce qu'on pense Ça à date la de boîte de nuit. 1885. Exactement. Enfin, Donc ça a été créé par Auguste Gerbois en 1885, et c'était d'abord un spa très, très connu à Paris, c'est un bain, mais public-privé, c'était pas des bains municipaux, c'était pas des bains douches municipaux. Ça s'appelait les bains Gerbois, c'était très luxueux, c'était assez spectaculaire, c'était très moderne pour l'époque. Et puis après, c'est devenu une des boîtes de nuit les plus célèbres et les plus fun de la Terre. Voilà, et donc c'est un lieu qui a su se réinventer à chaque fois, et donc c'était un peu la gageure que je me suis donnée autour de 2012, et pour le faire sortir et émerger en 2015. Ouais. C'est un sacré challenge que vous allez nous raconter juste après ça. Sud Radio, c'est excellent. On revient avec le président du prix littéraire des mots d'amour, Micha Aznavour, et celui qui a su réinventer le lieu mythique, les bains douches, le fondateur de l'hôtel Les Bains Paris, Jean-Pierre Marois. Restez avec nous les copains tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous est présenté par l'École nationale des fleuristes. Mettez du sens et de la couleur dans votre vie. Devenez fleuriste. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, chers auditeurs. C'est un bon choix, c'est excellent comme tous les dimanches ce soir avec le président du prix littéraire des mots d'amour, Aznavour, Micha Aznavour, et le fondateur et directeur de l'éponyme hôtel Les Bains Paris, Jean-Pierre Marois. Alors Jean-Pierre Marois, un petit historique pour nos auditeurs. On avait déjà commencé juste avant la coupure, mais je reprends. Donc les tout premiers bains douches, les bains Gerbois, au 7 rue de la Bourg au 7 rue du Bourg-l'Abbé, je vais y arriver. Dans le Marais à Paris, ils ont ouvert en 1885. Pendant longtemps, c'est un établissement thermal, un spa où se côtoient déjà les artistes de l'époque, comme il y avait quand même Manet, Zola, il y avait Proust, j'ai vu. Ensuite, c'est la boîte de nuit mythique dont vous nous parliez, de Hubert Boukobza entre autres, où on croise de Mick Jagger à Joe Star en même temps. Et puis pour finir, ce très bel hôtel-restaurant, Club Les Bains Paris, que vous avez ouvert, je crois, ce que vous venez de dire en 2015, Jean-Pierre Marois. J'ai tout bon alors. Bravo. Alors l'hôtel Les Bains, c'est les 29 chambres, c'est ça? Et suite, non, c'est 39. Non, il y en a plus, 39. Pardon. Donc 39 chambres et suites avec un mélange de styles artistiques. Il y a un restaurant gastronomique, un bar à cocktail, un spa, une boîte de nuit qui perpétue justement l'héritage festif du lieu. Il y a une envie de synthèse, de rassemblage, de création, de lien entre tous ces espaces, un peu comme vous l'avez fait dans les éléments de votre vie finalement, Jean-Pierre Marois. Oui, exactement. Ce qu'on veut faire, ce que je voulais faire, c'était une sollicitation de tous les sens. C'est pour ça qu'il y a aussi les parfums. Oui. Comme ça, le tableau est complet. Et puis un lieu festif, hédoniste, mais aussi avec un vrai enjeu culturel, aussi bien musical qu'avec des artistes plasticiens. On a fait une résidence d'artistes avant les travaux qui avait fait pas mal de bruit. Et puis depuis, on a fait des take-overs, comme on dit en français, d'artistes. Actuellement, on vient de faire donner la parole à Benjamin Sabatier, qui est un des meilleurs jeunes artistes français. Qui travaille le béton, c'est ça? C'est ça, il travaille le béton. Là, il a installé des œuvres qui ressemblent à du papier mâché, mais c'est du béton. Elles sont assez spectaculaires, et elles sont dans absolument tous les espaces, dans les couloirs des étages, dans les chambres, et évidemment au restaurant, etc. C'est un vrai impact, et ça permet aux gens qui viennent nous voir d'être touchés, d'être sollicités un peu effectivement, comme vous le dites, par tous les sens, de tous les côtés. Il y en a pour tous les goûts aussi, c'est ça. C'est ça. On essaye, à la fin, tous les goûts, on essaye quand même d'avoir une ligne éditoriale. C'est quand même assez réfléchi, mais on est assez ouvert, on est assez éclectique. Il y a un de nos parfums qui s'appelle 1986 éclectique, donc c'est pas pour rien. Alors ce qu'on sait, c'est que l'immeuble, il appartient depuis longtemps à votre famille, et que cet immeuble, des bains, il était en très mauvais état, et qu'en 2010, il a été fermé par arrêté préfectoral. Il y avait des grosses fissures, etc. Et vous, propriétaire des murs, vous auriez pu tout vendre en fait à ce moment-là, Vous étiez producteur de cinéma, etc. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure? Parce que quand même, c'est une sacrée aventure, C'est sûr, souvent dans les aventures, on se rend pas compte à quel point ça peut être ardu. Il y a des collines à gravir. Mais en fait, déjà, c'était une partie de mon histoire, puisque moi, j'ai commencé à étraîner mes guêtres dès l'adolescence, forcément. Au bain douche de l'époque, donc. Au bain douche de l'époque, mais en client, si vous voulez, parce que ça n'a jamais été exploité par ma famille. Ma famille était propriétaire de l'immeuble, effectivement. Ils avaient loué à deux jeunes gens qui avaient créé le club en 78.
qui ont tout inventé, avec Philippe Stark qui a fait la déco, qui sortait de Penningen, qui était totalement inconnu. Enfin, c'était une aventure de jeunes potes. Ouais. Qui a fait l'effet d'une bombe, qui a complètement changé la manière dont on vivait le nightclubbing. Ça s'est ouvert la même année que le studio 54 à New York, etc. Voilà. Donc déjà, patrimonialement, pour moi, il y avait une charge, y compris affective, et donc... oui, on aurait pu vendre, et puis on essayait de trouver une solution déjà pour peut-être relouer l'espace. Donc il y a même des groupes de supermarchés qui sont venus nous voir en se disant comme on a acheté un supermarché au bain. Un supermarché dont l'entrée était boulevard Sébastopol, et mitoyenne de l'immeuble, et donc ils auraient pu connecter et faire un très grand, je ne donnerai pas de marque. Et ça m'a quand même fait un peu froid dans le dos, ce genre de meeting. Oui, du coup, vous avez eu envie de sauver l'endroit, quoi, un peu. Voilà, c'est ça. Et voilà, de fil en aiguille, c'était prohibitif en termes de rénovation si c'était simplement pour refaire un hôtel-restaurant. Et en fait, juste un restaurant boîte de nuit. En revanche, à l'échelle d'un hôtel et à l'échelle de l'immeuble, ça pouvait avoir à nouveau du sens. Et c'est comme ça que je me suis embarqué dans l'aventure. Et alors justement, vous parliez de Stark qui avait designé le premier lieu. Vous avez fait designer l'intérieur par Tristan Ware et Denis Montel, qui ont fait la totalité de la décoration. Je crois que Denis Montel, il a fait les grandes salles en bas, c'est ça, et Tristan Ware les chambres. C'est ça. En fait, Denis Montel, donc son agent qui s'appelle RDAI, Réna Dumas Architecture d'intérieur, qui est donc très connu pour faire tous les magasins Hermès dans le monde, entre autres. Il a fait le spectaculaire restaurant avec des coques organiques en lac japonaises qui sont maintenant assez impactantes et qui sont bien connues des Parisiens. Et Tristan Ware, il a fait les chambres et le club. Et pourquoi eux alors ? Alors, déjà pour trouver la solution, on en parlait tout à l'heure, pour trouver la solution des espaces, j'avais invité plusieurs architectes à réfléchir. Et il y en a un qui s'appelle Vincent Basti, cabinet Artwork, qui était le plus irrévérencieux par rapport à la topographie des lieux. Les autres n'ont pas osé toucher parce que c'était tellement iconique, ils se sont dit... Et lui, en fait, il a été le plus irrévérencieux. C'est comme ça que, en fait, j'ai vu qu'on pouvait donner un second souffle au lieu. Donc, il vous a ouvert les yeux à vous aussi, quoi. Oui, totalement. Il m'a totalement décilé. Il a fait des propositions auxquelles j'aurais jamais pensé. Il a créé des espaces incroyables, des volumes aussi énormes qui n'étaient pas possibles, qui me semblaient assez impossibles. Et donc finalement, c'est son projet qui a gagné. Et après, j'ai invité des décorateurs. Et les décorateurs que j'ai invités, je les ai un peu sélectionnés. On fera le lien avec mon activité dans le cinéma, mais c'est un peu ça. On rassemble des talents pour raconter une histoire le mieux possible. Bien sûr. Et on va pas s'adresser pour faire l'adaptation d'un roman comme vos prix littéraire. On va pas prendre... vous parlez de romans d'amour optimistes. Donc on va pas prendre un scénariste qui n'a fait que des tragédies très sombres pour adapter un roman d'amour joyeux. Donc il y a une question de casting en amont. Et donc j'ai invité que des décorateurs dont je pensais... était à même de transmettre à la fois ce côté assez rock'n'roll par définition, mais en même temps très glamour et très parisien. Et comme par exemple Denis réfléchissait sur comment insuffler le charme du faubourg Saint-Honoré dans un corner d'aéroport au bout du monde pour Hermès, je me suis dit peut-être que lui sera... Et pour Tristan Ware, c'était pareil. Alors Michel Aznavour, hybride, éclectique, glamour, c'est des mots qui vous parlent. Vous vous définissez comme un dandy. Est-ce que vous avez fréquenté les bains-douches ? Ouais, j'ai beaucoup fréquenté les bains-douches. Vous n'êtes pas croisés tous les deux à l'époque ? Sûrement. Sûrement. Et rassemblez pour raconter une histoire, quand vous écoutez Jean-Pierre Marois parler, finalement, vous faites la même chose en fait. Vous rassemblez pour raconter aussi, vous rassemblez l'héritage de votre père et ce que vous avez, et vous continuez à raconter ce que lui a transmis, mais avec vos mots à vous, quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu la même chose. Fait. Ouais.
Ok. Alors, Jean-Pierre Marois, j'ai parlé des tout premiers bains-douches, les bains Gerbois qui ont ouvert en 1885 et dont vous avez repris le nom pour créer les fameux parfums que vous avez développé, une collection de produits bien-être aussi. L'idée, c'était justement de rester dans cet esprit initial de spa luxueux aussi et de finesse, quoi, qu'on a peut-être un peu perdu aujourd'hui aussi, finalement. Oui, je voulais comment faire revivre ce côté-là de l'histoire des lieux. Et alors évidemment, on a refait la piscine historique, modernisée avec des jets, des bulles, une nage à contre-courant. Vous souriez quand vous racontez ça, on voit que ça vous fait plaisir. Vous êtes oui, éclaté je pense à un souvenir parce que on parlait de Natacha Polony tout à l'heure et qui a fait une émission pendant un temps au bain. Et il y a eu un télescopage de personnalités très très les bains en fait. À l'époque, ça devait être en 2016-2017 où il y avait Grace Jones qui était revenue sur les lieux du crime parce qu'elle était dans les années 80-90 tout le temps au bain et elle est venue pour la promotion de ses mémoires et elle c'est une grande nageuse et elle nageait dans ce truc à contre-courant. Elle a un corps sculptural, incroyable. On imagine le truc. Et en fait, elle était remontée en peignoir à moitié nu, alors qu'on accueillait Valéry Giscard d'Estaing sur le perron des Bains. C'est génial. Et on avait vu son œil de nonagénaire briller. En fait, c'est à ça que je pensais. C'est génial, Grace Jones. Vous allez continuer à nous raconter tout ça tout de suite. C'est excellent sur Sud Radio. Et on revient dans un instant avec Micha Aznavour, l'héritier de l'esprit de son père Charles, et Jean-Pierre Marois, le patron des Bains Paris, un peu artiste lui aussi. À tout de suite. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Vous est présenté par l'École nationale des fleuristes. Mettez du sens et de la couleur dans votre vie. Devenez fleuriste. Vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison, c'est excellent, avec Micha Aznavour, créateur du prix littéraire des mots d'amour, et Jean-Pierre Marois, le patron de l'hôtel Les Bains Paris. Alors, Micha Aznavour, vous êtes le fils de la dernière femme de votre père, Oula. On dit Oula, c'est ça? Ouais, Ula. Oula, comme vous voulez. Alors, vous dites quoi, vous? Moi, je dis maman. Rapprochez-vous. Moi, je dis maman. Mais bon, je sais pas, je dirais Ula. Ouais, Ula. Ouais. Vous avez une grande sœur qui s'appelle Katia, un petit frère qui s'appelle Nicolas. Une très grande sœur qui s'appelle Seda, une très grande demi-sœur. Ouais. Non, mais là, je parlais des enfants de Ula, ouais, on est 3. Alors, votre frère, on l'a dit tout à l'heure, il s'occupe de la fondation Aznavour. Et votre sœur, quand même, elle a accompagné pendant plus de 20 ans votre papa en tant que choriste. Oui. Elle a un peu lâché l'affaire, du coup. Non, elle est beaucoup sur le film. Elle fait la conseillère. Elle est tous les jours sur le tournage du biopic, là. Oui. Vous avez le droit d'en d'en parler du biopic ou pas? Oui, enfin, oui, j'ai pas vraiment beaucoup de nouvelles, mais le biopic est en cours. Et c'est qui le metteur en scène, alors? Enfin, le réalisateur. C'est Fabien, Grand Corps Malade, avec son acolyte avec qui il travaille. J'ai un trou de mémoire, là. Je peux pas vous aider, je suis désolée. Qui a fait La vie scolaire, qui a fait genre Patient, tout ça. Donc ils travaillent ensemble sur ça, ouais. Et qui c'est qui joue votre père? Tahar. Tahar Rahim. Ouais. Ah, c'est un bon choix, ça. Ouais. Magnifique. Et ça, vous savez quand... ce que je l'ai vu là, ça fait étrange de bon, mais soit il est plus grand, un truc, mais quand même dans les mimiques et tout, il a fait un travail de fou quand même. Il l'incarne vraiment? Ouais, là, franchement, ouais. Ça vous trouve, vous? Un petit peu, parce que genre, il l'a vraiment observé, vraiment. Et c'est un bon comédien, quoi. Ouais. Ça, je sais que c'était un bon comédien, mais après, il a vraiment observé, il a un peu les techniques, je voyais même pas quand il s'assoit. Il vous a posé des questions et tout, ou pas du tout? Un petit peu, mais bon. Mais c'est plus votre sœur je savais pas trop quoi dire, en fin de compte. C'est pas que je voulais pas l'aider, que ma sœur. Non, ma sœur, elle c'est vraiment ma sœur et Jean Rachid, son mari, qui est aussi le producteur. Eux, ils sont vraiment plus impliqués que moi, en fait, dans le film. Alors c'est Mehdi Idir, merci, voilà, merci Bastien, qui co-réalise avec Grand Corps Malade. Et alors justement, chez vous, c'est quand même une histoire, c'est devenu une histoire de famille, Aznavour, quoi. Ça l'a toujours été. Non, mais ça a toujours été. Mon père, il a laissé les éditions pour qu'on en ait. Ça a toujours été. Enfin, mon père, il a bien réfléchi à ce que. C'est ce qu'il voulait, en fait. C'est ce qu'il voulait, en fait. Ouais. Il voulait pas qu'on revende tout à une grosse multinationale qui range. Qui diluerait le. Oui, ou même qui ferait gagner plein d'argent, mais qui s'en occuperait pas bien, parce qu'on peut. Qui peindrait l'âme, quoi. Voilà, perdrait l'âme.
Et alors, comment est-ce que vous conciliez votre rôle d'identité avec votre propre identité, justement, à vous, Michel Aznavour? Parce qu'on vous parle beaucoup de votre père, mais finalement, on vous pose peu de questions. On m'en parle là, mais Oui. sinon, dans la vie de tous les jours, Non, mais on sait pas qui je parle dans les médias, évidemment. Ah oui, Oui. non, mais je suis à son C'est une service. question que vous vous posez quand même ou pas? Non, pas plus maintenant. En fait, oui, il y a Vous un vous l'êtes moment posé à quand un moment j'étais donné plus jeune, genre j'avais vraiment envie d'être quelqu'un par moi-même. Je sais pas, j'avais soif de reconnaissance. Et puis en fait, je me suis rendu compte que, moi, qu'en fin de compte, non. En fait, je suis très content dans ma vie. Ça vous est venu à quel âge, ça, le calme, en fait, par rapport à Non, ça? mais j'ai toujours été quand même calme. Oui, c'est En même temps, je suis un peu comme mon père, j'ai l'air calme comme ça, puis je suis un peu foufou, donc. Non, j'ai mais les déjà, deux. l'acceptation de vous là où vous êtes, quoi. C'est ça que je veux dire. Je sais pas, il y a. Quand j'ai commencé un peu. Enfin, après un travail un peu sur moi, genre. Il y a 10 ans, 10-15 ans, on se dit après quoi on court, en fin de compte, le plus important. Si j'avais envie d'être un acteur célèbre, si j'avais travaillé un peu plus, c'était un peu plus assidu, je l'aurais été. Il n'y a pas de raison. Donc en fin de compte, c'est que je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment envie et que moi, en fait, je vivais mon rêve. J'étais là, j'allais aux mes cours de théâtre et puis j'étais comédien au bain, quoi. Genre, je sortais en boîte, là, j'étais comédien. Puis sans rentrer chez moi, je m'en foutais en fait d'aller faire des castings, de passer à la télé, Je me suis rendu compte que je vivais en fait un monde dans ma tête et que c'était pas plus mal que ça. Qu'en fin de compte, si on sait ce qu'on veut, je crois qu'on est heureux dans la vie. C'est vrai. Hein, c'est comme ça qu'on fait bien aussi les choses. Hein. Voilà. Alors Jean-Pierre Marois, on le redit pour les auditeurs qui nous rejoignent, vous êtes le fondateur et directeur de l'hôtel Les Bains Paris. Mais comme on l'a raconté depuis tout à l'heure, avant l'hôtel, c'était la boîte de nuit, les bains douches et sa physio impitoyable. On écoute. Marilyn. Marilyn, c'est la physionomiste. Et elle est... Moi, je l'ai vue il y a pas longtemps. coriace. Elle est très Elle est très coriace et elle est suppléée derrière par une personne qu'on appelle Richard. Mais c'est une très bonne boîte. On y est déjà rentré et ça peut être un coup on rentre, un coup on rentre pas. Donc On va voir. on essaye, on y va. Allez, on essaye. On y va. Deux jeunes personnes qui vont tenter l'entrée au bain-douche dans les années 90 sur Sud Radio. Enfin, là, c'était à Paris pour aller au bain-douche. Ouais. C'était très, très compliqué de rentrer. Moi, je ne crois pas que c'était si compliqué. Moi, Ça en dépend fait, pour qui, mais- non, moi, je vous dis Quand franchement on s'appelle parce que Michel Aznavour, non, mais peut-être pas. justement pas, D'accord. justement pas. Ah, d'accord. Parce que genre en fin de compte, moi, je suis arrivé à Paris, les gens, ils connaissaient pas mon visage, j'étais pas, j'étais pas Lily Rose, quoi. Ou, je sais pas, vous voyez, c'est pas Vous comme les étiez stars pas, justement, américaines oui. ou quand genre le Sur la fils de dégaine, Will surtout. Smith, on Ouais. les connaît. Moi, je suis venu et puis en fin de compte, je suis venu, mais je vous dis pendant 3 semaines, je suis venu tous les soirs, tous les samedis ou vendredis, samedi, je passais, je rentrais dedans, elle disait non et je partais. Et puis un jour, c'est vrai qu'un jour, il s'est passé qu'en fait, il y a quelqu'un qui me connaissait et qui m'a dit genre et qui a fait à Marilyn, qui a dit. Bah, tout ça, c'est le fils d'Aznavour. Il y a le fils d'Aznavour qui est là. Puis elle, en fait, avec son gardien, qu'est-ce que j'en ai à foutre du et elle fait, oui, elle m'a dit, il est où? Et après, elle a vu que c'était moi. Et elle m'a dit, mais ça fait, je te vois chaque semaine, toi, ça fait un mois que tu viens à chaque fois. Pourquoi t'as pas dit ton nom? Je dis, j'ai compris que si j'avais dit mon nom, ça t'aurait fait chier, tu m'aurais jamais sorti. Elle m'a dit, t'es malin, et après j'ai pu rentrer, après j'étais comme à la maison. Donc je pense, et puis je pense pas que c'était. 4 week-ends d'affilée. Oui, mais je pense que ça veut rien dire. Je pense qu'il fallait la patience. En fait, les bains, c'est ce qui n'existe plus aujourd'hui. En fait, c'était un look. En fait, ils faisaient rentrer des gens au hasard par rapport au look, par rapport. C'était pas une question d'argent ou de gens connus. Non, du tout. Je veux dire, il y a quand même, on sait qu'en fait, alors je sais pas si c'est une légende ou pas, qu'elle avait refusé Mick Jagger. Donc en fin de compte, c'était pas un moi, truc j'ai de entendu gens que connus. c'était Paul McCartney parce qu'il avait pas de cravate, qui s'est fait refuser dans un club à Londres et qui s'est ensuite fait refuser l'entrée au bain aussi par Marilyn. Ah ouais. Mais Donc moi, je sais pense pas que c'était- On va lui demander. compliqué. Elle vient toujours au bain. Il y avait l'anniversaire du physio Ouais, qui la remplace, ouais. qui s'appelle Stéphane, et c'était vendredi dernier. Et elle est venue pour célébrer son anniversaire à ses côtés, C'est sympa. avec sa coupe de champagne, et lui prodiguer ses conseils. Ils s'aiment beaucoup tous les deux. Et donc, à chaque fois, elle raconte des anecdotes incroyables. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a fait un parfum qui lui rend hommage, donc les Bains Gerbois 1986, éclectique, parce que justement, on parle souvent des femmes fortes ou impressionnantes par leur parcours, du type Simone Veil ou Marie Curie, mais je pense que Marilyn, à sa manière, c'était une femme très forte, qui a impacté, qui était très courageuse, Qui a avait un impacté charisme plusieurs générations, incroyable. ouais, je confirme. Et elle a terrorisé évidemment des générations de nightclubbers. Et dans le milieu des années 80, elle est arrivée en 86. En fait, la gamme de parfums s'appelle Une date, une histoire. Et on prend une date et on raconte une histoire de ce qui s'est passé cette année-là. Et en 86, c'est l'arrivée de Marilyn en haut des marches. Et évidemment que historiquement, dans l'histoire des lieux, c'est incroyable. Et donc,
elle avait carte blanche pour faire rentrer, choisir qui rentrerait. Pendant une quinzaine d'années. Et effectivement, il y a eu des ratés ou des ratés délibérés. Elle avait une sacrée personnalité. Mais c'est comme ça qu'on fait monter la cote aussi d'un club, hein. C'est en refusant des stars, quoi. Exactement. Mais je sais pas si même ils calculaient pour passer des stars. Je pense que vraiment, en fait, ils avaient dans leur tête en fait genre une petite soupe d'ambiance qu'ils voulaient, et en fin de compte, ils refusaient des gens, mais c'était pas pour faire le buzz comme on fait aujourd'hui. C'est pas genre ils se disaient pas genre tiens demain ils vont dire que j'ai refusé. Du coup, tout le monde voulait rentrer quand même, hein. Ouais. Bah oui, tout le monde veut rentrer j'ai parce une que anecdote justement assez ils avaient la meilleure, en fait ils avaient le meilleur mixologie de gens. Ouais. Jean-Pierre Marois. Oui, cette semaine il y a eu Tonino Benakista, donc évidemment scénariste avec Jacques Audiard, etc. Puis surtout romancier. Adapté par Besson, entre autres, avec De Niro et Pfeiffer, etc. Et en fait, un de ses premiers romans qu'il a rendu célèbre, c'est Les Morsures de l'Aube. Oui. Et Les Morsures de l'Aube, c'est deux jeunes gens dans les années 80 qui ont pas un rond et qui naviguent dans la vie parisienne, qui ont aucune intro et qui se débrouillent pour... ils n'ont pas d'appart, donc ils essayent d'aller dans les boîtes de nuit jusqu'au petit matin. La journée, ils vont dans un club de gym, ils dorment au bord de la piscine. Enfin, voilà. Et en fait, il essayait sans arrêt de rentrer au bain. Donc Tonino Benakista, l'écrivain, et Marilyn la refoulait sans arrêt. Et cette semaine, les Morsures de l'Aube, c'est deux garçons... Et en fait, c'est un peu autobiographique, c'est lui et un de ses potes. Et tous les 10 ans, ils se retrouvent et ils célèbrent ça. Et donc... la semaine dernière, ils se sont retrouvés au bain pour fêter, comme tous les 10 ans, leur histoire et puis la jeunesse des Morsures de l'Aube. Donc c'est quand même un mythe assez tenace. Et en revanche, à la différence de vous, Tonino Benakista, au début des années 80... il n'a jamais réussi à rentrer au bain. Il a eu moins de chance. Vous étiez là à l'inauguration en 1978, hein, c'est ça, Jean-Pierre? Oui, en fait, l'univers des bains-douches est tellement éloigné de mon père que finalement, c'est moi qui étais à l'ouverture et pas lui. Donc lui, il était prof de médecine et à l'époque, les invites, c'était pas par WhatsApp. Et donc, en fait, il y avait toujours sur la cheminée de sa chambre, il empilait les Bristol de toutes les invites qu'il recevait. Et moi, avec mon Oedipe d'adolescent, j'étais toujours très friand de voir où il était invité. J'étais très impressionné. Tel ministre invite le professeur Marois, blablabla, donc l'Académie. Oui, c'était un grand monsieur, votre père. Donc ça m'amusait, ça m'intriguait, je l'ai feuilleté toujours. Et soudainement, j'ai vu une invitation faite par Pierre et Gilles pour l'ouverture des bains-douches. Et je lui ai dit, tu vas y aller? Il m'a dit non. Je lui ai dit, je peux y aller. Il m'a dit, mais t'es pas majeur. Mais il était assez permissif avec moi, et donc j'ai pris le carton et je suis allé à l'ouverture. C'est incroyable. C'est quand même une boîte mythique qui a eu un succès légendaire. Est-ce qu'on sait comment se crée un succès, par exemple? C'est une bonne question pour vous, Samy Chaznavour. Quand est-ce que votre père il a commencé à connaître le succès? Est-ce que c'est définissable? C'est daté en fait avec Sur ma vie. Ouais. Et après, à partir du moment où le succès est créé, est-ce qu'on sait pourquoi il est arrivé? Je crois pas. Non. Il s'est posé la question, lui? Sans doute, il a sans doute dû se la peser. Et après, ça s'est plus jamais arrêté, en fait, hein, c'est ça. Après, il y a eu quand même des petites périodes un peu... dans les années 80, je vois quand même qu'il y a eu des périodes un peu, pas de désert, mais comme il travaillait tout le temps à l'étranger, mais pendant 10 ans, il est plus venu en France. Pendant 10 ans, il y a plus entre 81 et 90... il n'y a pas eu plus de concerts en France. D'accord. Mais non, je pense pas qu'ils réfléchissaient à comment... Après, l'idée, c'est de rester en place. Je pense que c'est plus à ça que les artistes pensent que de savoir... Si on avait la clé du succès, on serait tous célèbres, non? C'est pas ça? Ouais, il y a des gens qui veulent pas être célèbres. Il y en a plein qui, vous leur donnez, ils en voudront pas. Le quart d'heure de gloire, ça marche pas pour tout le monde? Je pense pas. Et vous, Jean-Pierre Marois, justement, maintenant, ce lieu qui fonctionne, on va revenir on a peu de temps là, mais on va revenir dessus, mais ce lieu que vous avez réussi à faire fonctionner malgré justement tout ce passé qu'il fallait honorer, hein, c'est une création de lien entre le passé et le présent aujourd'hui. Est-ce que vous savez pourquoi ça fonctionne? C'est le travail aussi, vous, de votre côté, quand même. C'est beaucoup de travail, et puis c'est surtout suivre son idée. Il faut pas toujours... c'est vrai que quand j'ai fait tous ces travaux pharaoniques, la plupart des gens, y compris mes amis, me disaient... tu y arriveras jamais, il faut tourner la page, etc. Enfin, il y a des tas de gens, y compris des gens du métier
Hôtellerie, restauration, qui avaient des lieux très à la mode, qui portent leur nom de famille, par exemple. On voit pas du tout de qui vous parlez. Ils m'ont dit, mais il faut passer à autre chose. Et en fait, je pense qu'il faut être têtu, et puis ça passe ou ça casse, franchement. Et après, c'est une alchimie. Ouais. Enfin, il a fallu tenir pour le coup, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux déjà, et puis ensuite vous avez ouvert un moment compliqué parce qu'il y avait eu les attentats, etc. Exactement, ça c'est vrai. Ça a été un peu c'est de la chaotique. résilience aussi, quoi. C'est de la résilience, ouais. Et puis c'est un esprit d'entreprise, d'entreprendre, quoi. Indéniablement, ça, il faut s'accrocher. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu le problème des gens qui ont connu l'endroit et qui reviennent et qui voudraient que ce soit... Oui, mais c'est pour ça que justement... Moi, là, vous avez une nouvelle clientèle aussi. C'est ça. Alors, on a une nouvelle et une ancienne, parce que vous parliez de Joe Star. Moi, j'y retourne, hein. Ouais. Moi aussi, j'y retourne. Et vous parliez de Joe Star. Joe Star, il était là il y a 3 jours. Il y a vraiment... C'est à la fois... Et puis... il y a Lagerfeld est revenu peu de temps, hélas avant sa mort, etc. Donc les gens reviennent, lieu, mais c'est pas la même époque. On peut pas faire. Il y a 40 ans d'écart. On peut pas retrouver. Et justement, je pense que peut-être une des raisons de la Renaissance et du succès, c'est qu'on n'a pas essayé de faire une réplique, de faire à l'identique tout. Où là, je pense qu'on allait dans le mur. Donc la boîte de nuit, c'est pas forcément, c'est plus la cerise sur le gâteau. Maintenant c'est le lieu en général. Il y a ce bar à cocktail qui n'existait pas avant, le restaurant qui est beaucoup plus vaste. On peut dîner dehors, tout ça. Il y a toute cette offre qui a évolué et qui marche. Tant mieux. Eh bien, c'est excellent tout cela. Micha Aznavour et Jean-Pierre Marois, le patron des Bains Paris, sont avec nous sur Sud Radio, et vous restez avec nous. Surtout, c'est excellent. On revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Vous est présenté par l'École nationale des fleuristes. Mettez du sens et de la couleur dans votre vie. Devenez fleuriste. C'est excellent sur Sud Radio, comme chaque dimanche. Si vous nous rejoignez, bienvenue. Il nous reste encore un peu de temps ensemble avec le président du prix littéraire des mots d'amour, Aznavour, Micha Aznavour, et le fondateur et directeur de l'éponyme hôtel Les Bains Paris, Jean-Pierre Marois. Alors, Michel Aznavour, on parle beaucoup d'héritage et de transgénérationnel, en fait, depuis le début de cette émission. On va s'intéresser un peu à la source. Votre père, Charles Aznavour, était, je crois, tout simplement aussi aimant et attentionné qu'il était dans ses chansons. C'était quelqu'un de très proche de ses enfants. D'amour, oui, vraiment. C'était un chef de famille, peut-être ferme aussi parfois, mais ou pas. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Non, il vous éduquait ou il vous éduquait pas, en fait? Non. Je sais pas, nous on a été élevés par ma mère, mais bon, je sais pas où il nous éduque, mais c'est pas lui qui nous faisait la leçon ou. Non, mais est-ce en que fait, c'était pas je trop pense d'amour que parfois par miroir, en fin de compte, que si on est ensemble avec quelqu'un, souvent on a des points communs pour l'éducation. Donc je pense que l'éducation de ma mère, c'était aussi celle de mon père. Et vous étiez pendant l'adolescence, par exemple, est-ce qu'il y a eu des moments où c'était justement, il y a eu trop d'amour ou jamais finalement, en fait, comme vous disiez tout à l'heure, vous étiez assez contenté Non, mais ça va. En fait, c'est vrai qu'on est un peu habitué à beaucoup d'amour, quand on se retrouve livré un peu dans le vrai monde, on croit que tout le monde est très gentil et on fait un peu confiance à tout le monde. Donc voilà, mon seul problème, il a été là, en fait. Sinon, je peux pas. On peut pas comme se plaindre d'avoir été trop aimé dans la vie. On peut se plaindre de tout. Oui, on peut se plaindre de tout. Ça dépend avec qui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors vous, Jean-Pierre Marois, on a parlé un petit peu de ça tout à l'heure. Votre père, il était professeur de médecine. Votre mère était biologiste. Vous avez vu défiler les prix Nobel à la maison dans votre enfance. Après, c'est vers le cinéma que vous êtes envolé, vers les États-Unis, vers 20 ans. Vous avez mis un océan entre vous et votre famille, carrément. Parfois, ça aide. Parfois, c'était ça la question. Mon petit frère, il a fait ça. Je pense que oui, c'était. Moi aussi, avec mes 2 sœurs, on a reçu beaucoup d'amour de nos parents. Une très grande liberté aussi, parce que j'ai pris des chemins tellement éloignés des chemins académiques de mes parents. Ils vous l'ont pas reproché, ça? Non, c'est vrai que quand j'étais ado ou pré-ado, mon père aurait adoré que je fasse médecine. Mon père était médecin, mon grand-père était médecin, mes oncles étaient médecins. Enfin, c'est vraiment ultra médical comme environnement. Et donc, c'était une surprise que je n'ai pas ce tropisme. Mais assez vite, il a été très bienveillant, très tolérant. Il m'a vu embrasser une carrière dans le cinéma et finalement, j'ai réalisé un film aux États-Unis en 98 et il est venu. Il avait, je sais plus quel âge il avait, mais
Et c'était assez marrant. Et c'était assez marrant de lui envoyer une voiture. C'était pas une limo, c'était une town car, mais voilà, une voiture avec chauffeur américaine, une Lincoln qui l'emmène sur le tournage. Moi, j'étais assez content. Et quand il est descendu, le chauffeur lui a dit, à partir de 800 mètres avant le lieu de tournage, il y avait des camions de tournage, de maquillage, de machin, etc. Et le chauffeur lui a dit, vous savez, ça c'est pour le tournage de votre fils. Et donc il a trouvé ça assez extraordinaire. Et quand il est arrivé, il m'a dit, et j'ai trouvé ça assez drôle, il m'a dit, en fait, je viens voir mon fils, mais ça me rappelle quand j'étais enfant et que mon père m'emmenait au cirque et qu'on voyait les roulottes à partir de 500 mètres avant le chapiteau. J'ai dit, voilà. Trop sympa. Alors, vous avez produit aussi, pas n'importe qui, hein, vous avez produit des films de Ferrara, de Inarritu, de Jarmusch. Vous avez un truc en commun un petit peu tous les deux aussi. Vous aussi, vous avez ça avec le prix littéraire Michel Aznavour. Vous rendez le possible rêve des autres. C'est un peu votre rêve à vous de rendre le possible reste des autres. En fait, quand on devient producteur, c'est ça qui se passe, quoi. Oui, c'est un rêve commun. Ouais. Donc, on oublie même que c'est peut-être un scénariste ou un réalisateur qui a la genèse, mais pas toujours d'ailleurs. Et même s'il l'est, à partir du moment où on embrasse le projet comme ça très en amont, ça devient son propre rêve. Donc c'est un travail d'équipe. Et vous aussi, hein, c'est une volonté de mettre un peu en avant les autres maintenant. Oui. Hein, moi, ce que j'aime, c'est en fait avoir. Enfin, mon père me disait toujours. Il me disait toujours, Micha, tu penses qu'à t'amuser. Et c'est marrant parce que je le prenais comme une critique pendant longtemps. Quand je voulais dire non, mais non. Qu'est-ce qu'il aurait voulu que vous fassiez, vous? Non, je sais pas, il voulait que je continue à m'amuser. C'est moi qui le vivais. Parfois, vous savez, en fait, c'est nous. Puis il me disait, oui, tu penses qu'à... Et je le prenais comme une critique. Et puis, en fait, après sa mort, j'ai réfléchi à cette phrase. Et je me dis, bah oui. Ça a résolu beaucoup de mes problèmes, en fait. Mes trucs avec mes nanas, mes trucs. Je me disais, en fin de compte, moi, je pense qu'à être heureux, qu'à m'amuser. Si ça m'amuse pas, j'ai pas envie. Et j'ai compris qu'en fait, quand il me disait ça, c'était pas du tout une critique. Et je pense que lui, il a travaillé dur comme ça. Ouais. Il s'est galéré vers la fin à tout essayer. Tu peux pas penser à tout, mais à essayer de tout arranger pour qu'il y ait aucun problème, comme pour les autres héritages. Parce qu'en fin de compte, lui, il estimait qu'il avait assez travaillé comme ça. Il a commencé à travailler à 9 ans, il a arrêté à 94 ans. Et nous, en fait, tant qu'on se comportait bien et qu'on avait une bonne mentalité et des bonnes valeurs, il trouvait mieux qu'on en profite pour faire ce qu'on a envie, qu'on n'est pas vraiment obligé de merveilleux. Hein. Tout le monde n'est pas vraiment fait pour travailler. Hein. Non, mais c'est vrai. Il y a des gens qui ne sont pas vraiment... C'est excellent. Non, mais c'est vrai. Vous avez essayé de l'entrepreneuriat un petit peu. Vous avez même ouvert deux entreprises de restauration. Coco Mango. Non, Coco Mango, c'est pas moi. Vous, ça? Non, j'ai ouvert... Raconte-moi des salades. Raconte-moi des salades. J'ai toujours l'endroit à Genève avec mon associé Sébastien Fan. Ouais. Et parce qu'au départ, moi, j'ai monté un truc de hot dog gourmet, mais en fait, ça marchait très bien. Il était rempli, mais en fait, c'était les caisses qui étaient toujours vides. Parce que je suis pas très genre. Mes associés m'ont dit, mais Micha, tu peux pas faire un resto où dedans t'as des meubles design à 800 balles, t'as des tableaux genre à 2000 francs. Tu peux pas, quoi. Il faut d'abord qu'on gagne de l'argent. Donc, je me suis associé avec quelqu'un qui sait un peu gérer ça. Et puis après, j'ai ma boîte. Ça roule. Hein? Du coup, il roule, ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Raconte-moi des salades. C'est où à Genève? C'est en centre de Genève, rue Terrassière. Et vous avez fait autre chose à côté aussi, vous dites? Moi, j'ai une boîte de prod aussi, où j'ai produit le film Le Regard de Charles, où j'avais toutes les Super 8 de mon père, les 16, où j'ai fait en fait comme un journal vidéo en fait de ce qu'il fait, du documentaire. En fait, je fais pas mal de choses. En fait, c'est plus mes associés qui bossent le plus. Moi, je me balance des idées et eux, ils bossent. Mais même parfois, je suis obligé de dire à mon associé, Domenico, je suis obligé de lui dire, mais arrête, parce que lui, il pense qu'à travailler, il est boulimique. Je dis, mais je sais pas, en fin de compte, moi, je veux bien faire un projet, on gagne de l'argent, on profite, et après, voilà, on n'est pas Nature, on n'est pas Sony, on n'est pas obligé de faire 10 films. Il faut profiter un petit peu de la vie quand même, sinon à quoi ça sert? Chers auditeurs, écoutez les bons conseils de Michel Aznavour. Enfin, si vous pouvez. Jean-Pierre Marois, vous continuez à développer la marque, vous bossez. Hein.
vous continuez à développer la marque Les Bains Paris puisque votre groupe hôtelier parisien Atmosphère, et il a repris un complexe hôtelier en Camargue pour, je vous cite, tenter le pari de la décentralisation festive. Je trouvais ça génial. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement? Oui, en fait, on avait été invité à faire un énorme pop-up au Mexique, à Tulum, qui est un endroit très très à la mode, mais en même temps très écologe, dans la jungle au bord de la mer, et un peu New Age. C'est un peu Burning Man aux Caraïbes. Donc c'est bien connu des New-Yorkais, des Parisiens branchés, etc. Burning Man, chers auditeurs, c'est un festival qui a lieu tous les ans aux États-Unis où les gens font des constructions absolument incroyables qui brûlent ensuite. Hein. Je le dis pour les auditeurs. Entre autres, avec un souffle de liberté totale. Voilà. Donc voilà, Tulum, c'est un peu le même esprit. Et on a constaté qu'en fait, on pouvait tout à fait implanter les bains, qui a priori me semblait un concept très urbain, en resort. Donc ça se mariait assez bien, parce que finalement, le concept hôtelier derrière les bains, c'est quoi? D'abord, c'est bien plus qu'hôtelier, puisque c'est à 360 degrés, c'est une sollicitation de tous les sens, comme on disait tout à l'heure, jusqu'à l'olfactif. Mais en fait, c'est surtout deux tendances qui finalement sont des tendances lourdes de l'hôtellerie contemporaine. La première, c'est le wellness, comme on dit, l'hôtellerie bien-être, spa, etc., qui est vraiment un vecteur de croissance incroyable dans l'hôtellerie mondiale, avec les origines et Auguste Garbois qui crée ce spa qui était acclamé par la presse à l'époque. On a des clips de presse du Figaro, du Gaulois, c'est assez incroyable de l'époque, qui disent que c'est incroyable de modernité et de luxe. Donc il y a le côté wellness, et puis il y a le côté festif. Aujourd'hui, on parle de lifestyle hotel. Qui est pour lutter contre Airbnb, les hôteliers indépendants et les grands groupes ont créé des animations dans les lieux pour qu'on se dise... on est comme à la maison, quoi. Un peu plus qu'à la maison, parce que quand vous prenez un appartement Airbnb, vous arrivez au 4e étage, il y a un palier, il y a 2 portes, et puis finalement, oui, vous pouvez cuisiner, mais il n'y a pas d'animation. Quand vous arrivez au bain, il y a des mixologistes, il y a les meilleurs cocktails de Paris. Vous cuisinez pas, mais vous avez les meilleurs cocktails, quoi. Vous avez les meilleurs cocktails, vous avez des meilleurs DJ, vous avez, enfin voilà, il y a une expérience à 360 degrés, ça sent très très bon, etc., etc. Donc ça voyage assez bien, et donc on l'a vu à Tulum, et donc j'ai cherché un lieu un peu à l'identique. C'est très sauvage, la Camargue, évidemment. Et on a trouvé un lieu où il y a des chevaux, des arènes, des petites chaumières qu'on appelle des cabanes de gardiens, avec des toits faits avec des roseaux sauvages. C'est assez c'est pour quand l'ouverture, alors alors l'ouverture, ça sera le printemps 2024. D'accord. Et donc, il y aura des DJ, de la mixologie, mais aussi des retraites yoga. Une belle adresse en Camargue pour nos auditeurs qui nous écoutent là-bas, très bientôt. Au Sainte-Marie-de-la-Mer. Au Sainte-Marie-de-la-Mer, équipe Posted. La dernière question de l'émission, il nous reste assez peu de temps, messieurs, donc répondez-moi succinctement, s'il vous plaît. Micha Aznavour, je commence par vous. Que dirait l'adulte que vous êtes aujourd'hui à l'enfant que vous étiez? La colle. Je sais pas si je suis un adulte. Franchement, voilà. Du coup, vous avez envie de vous dire un truc ou sinon ça va? Profite bien, Micha. Sois heureux. Be happy. Voilà, ça c'est votre père qui parle. Jean-Pierre Marois, que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Ah, c'est la même question. J'ai même pas eu le temps de réfléchir pendant que vous répondiez. Soit téméraire. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut prendre un peu plus de risques pour y arriver, quoi. Que le bon sens pourrait dicter. Ça sera le mot de la fin, chers auditeurs. Pour être excellent, il faut prendre des risques. Moi, ça me va. Je ne sais pas si ça vous va à vous. Moi, merci, messieurs. Micha Aznavour, Jean-Pierre Marois. Merci d'être venus par ici. Le prix Aznavour des mots d'amour, il met en lumière des livres qui évoquent l'amour sous toutes ses formes, y compris les plus contemporaines. Il récompense tous les 22 mai, date de naissance de Charles Aznavour, l'auteur d'un ouvrage, roman récit aux poésies, écrit en langue française, publié entre le 1er mai de l'année précédente et le 1er mai de l'année en cours. Sa dotation est de 5 000 €. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet aznavourpourlamour.com, tout simplement. Les Bains Paris, l'hôtel concept, spa, restaurant, club et boutique de Jean-Pierre Marois est à découvrir pour ceux qui sont dans le coin, au 7 rue du Bourg-l'Abbé, dans le 3e à Paris. Et puis pour ceux qui ne sont pas dans le coin et qui ont envie de jeter un œil, il y a le site internet lesbains-du6paris.com. Des parfums.
Et les Hôtel parfums Plein du Garbois, Monde. bien sûr, évidemment. Parfum, ça m'intéresse. Moi, je suis fan de parfum. Voilà. Ils sont magnifiques. Je dois avoir 40 bouteilles chez moi. Ouais. Et vous, chers auditeurs, parfumés, on se retrouve dimanche prochain à 19h sur Sud Radio. Vous pouvez podcaster cet excellent sur sudradio.fr, les réseaux sociaux, la chaîne YouTube de Sud Radio qui a dépassé le cap des 800 000 abonnés. Merci à tous. Merci à Bastien Malric qui réalise pour vous aujourd'hui et aux équipes de Sud Radio. Bisous les copains, la semaine prochaine pour l'avant-dernière de la saison. C'était excellent, je vous embrasse. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Vous a été présenté par l'École nationale des fleuristes. Formation en alternance, formation continue ou reconversion professionnelle. Faites éclore votre créativité sur écolenationaledesfleuristes.fr.